À la une de ce journal, 7e édition de la finance s'engage, Robert Begré-Mambé salue les efforts du secteur privé. Immobilier, le forum de l'investissement immobilier présenté comme une opportunité à l'éducation immobilière. Sanction des enseignants grévistes, le SINESI annonce des ponctions sur les programmes. Et enfin, pour ces titres, sécurité, consolidation du lien armée et population au cœur d'une journée sportive à Bondougou. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu ce jeudi 31 octobre 2024 la 7e édition de son initiative pour les petites et moyennes entreprises dénommée La Finance s'engage. Cette plateforme qui réunit chaque année les acteurs clés de l'écosystème financier et entrepreneurial a été marquée par la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a invité les acteurs à s'investir davantage dans le financement des PME. Walter Kofi et Marie-Lucie Siri. 7 ans d'engagement, de synergie, d'accompagnement et d'échange ont réussi à faire bouger les lignes de l'épineuse question du financement des PME en Côte d'Ivoire. Les chiffres le démontrent, plus de 1295 milliards de francs CFA pour le financement des PME, 8200 acteurs des PME formés à travers des ateliers thématiques et près de 50 institutions et banques engagées. La finance s'engage. Cet outil mis en place par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, fait ses preuves. Une étude menée par le cabinet ES Partners, co-initiateur de l'événement, a démontré que la taille des besoins des PME en 2024 est estimée à plus de 10 222 milliards de francs CFA. Des chiffres qui, pour le président de la CGC, Ahmed Cissé, représentent des opportunités de financement. Ce rapport qui, depuis 2016, offre des perspectives quant aux besoins et aux opportunités de financement, souligne que 75% des banques et microfinances soutiennent qu'elles ont une meilleure expérience de la mobilisation des ressources en faveur des PME depuis le lancement de la finance s'engage. La proportion n'était que de 33% avant le lancement de la FSE, donc la finance s'engage. À cela, il faut ajouter une croissance de 1550% des montants captés par les startups ivoiriennes entre 2019 et 2022, passant de 1010 milliards à 18 015 milliards et démontrant ainsi l'importance des programmes de renforcement des capacités des acteurs financiers sur les enjeux actuels et futurs du financement des PME. Par ailleurs, le volume de financement bancaire a été multiplié par 1,7, passant de 2 707 milliards en 2014 à 4 588 milliards CFA de 2022. C'est bien le signe que les lignes bougent. Cette édition a été marquée par la présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, qui a salué le soutien du secteur privé dans l'accompagnement des PME. Il a placé un espoir dans les résolutions qui sortiront de ces travaux. Mesdames et messieurs, au cours de vos échanges de partage d'expériences et de réflexion de ce jour, les intervenants et les panélistes ont interagi sur des sujets très importants, à savoir particulièrement comment relever ensemble les défis majeurs de la croissance des PME. En d'autres termes, les PME dans la transformation des chaînes de valeur, quelle est leur place? Et enfin, le financement des femmes, enjeux et pertinence. Le gouvernement regardera avec beaucoup d'intérêt les fruits de vos réflexions ainsi que vos recommandations sur ces sujets en vue de renforcer les mécanismes en cours. Je prendrai plaisir, Monsieur le Président, à inviter votre grande institution à une concertation avec tous les ministres en charge de l'emploi des jeunes pour qu'ensemble, nous tracions les sillons qui vont permettre à la jeunesse ivoirienne de se prendre en charge et d'émerger. Le thème de cette édition est « Financement des PME face aux enjeux actuels et futurs
Une journée qui s'est meublée d'un talk show animé par les ministres de la Culture et celui en charge du commerce et de l'industrie et bien d'autres experts du secteur de la finance et de l'entrepreneuriat. Cette 7e édition de la finance s'engage avec pour thématique financement des PME face aux enjeux actuels et futurs a également été marquée par un talk show ministériel animé par le ministre du Commerce et le ministre en charge de la Culture et aussi l'intervention d'acteurs des banques. Les réactions avec nos reporters. Au-delà de cela, nos artistes et nos entrepreneurs culturels se plaignent souvent qu'il n'y a pas de financement. Or, le changement de paradigme est en train de se mettre en place et c'est ce que j'ai voulu aussi démontrer. Le financement se met en place, mais bien sûr, pour pouvoir avoir accès au financement, il faut être formé. Il faut aussi que nos acteurs culturels aient accès à de la formation pour savoir comment on utilise ce financement qui est mis en place. Nous avons pris des engagements au niveau du secteur financier que nous essayons, n'est-ce pas, de traduire concrètement dans les faits afin d'accompagner les PME, sachant que nous sommes conscients que la problématique des PME aujourd'hui, c'est l'accès au financement. Et cette initiative qui a été donc amorcée par la CGC en partenariat ESP en associant les banques a permis des avancées notables. Au bout de 7 ans, on voit que concrètement, il y a eu du chemin. Il y a encore des choses à faire. Et là, ce matin, nous avons assisté donc à l'ouverture et au panel de haut niveau avec les deux ministres, M. Dewarasuba et Mme Françoise Lemarque, qui nous a permis de comprendre qu'il y a encore du chemin, mais le gouvernement a mis en place des structures qui vont nous permettre effectivement d'accroître notre part de financement au PME. Aujourd'hui, avec les données qu'elles ont pu recueillir, nous savons aujourd'hui que nous avons besoin d'à peu près 10 500 et quelques milliards, 10 522 milliards exactement, pour financer les PME aujourd'hui. Les PME constituent un gros socle pour l'économie ivoirienne et donc leur financement est très important. Les banques ont fait des efforts, mais elles financent aujourd'hui à peu près 10%, donc à peu près 1000 milliards des 10 000 dont je viens de parler. Donc c'est pour cette édition, comme les autres éditions précédentes, permet aux uns et aux autres de savoir où est-ce que nous en sommes et donc de voir quels sont les efforts à faire. Une note sur le secteur immobilier. Le Forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire a été présenté au cours d'une conférence de presse au Centre ivoiro-coréen d'Abidjan. Ce forum, qui a sa première édition, dressera la problématique de l'accès au financement dans le secteur de l'immobilier, un cadre d'échange entre les parties prenantes en vue de faciliter l'investissement immobilier et aussi offrir une plus grande visibilité aux offres immobilières du district autonome de Yamoussoukro. Sandrine Kwame et Setekissi. Fournir aux populations des rudiments nécessaires à des investissements sûrs, fiables et viables dans le domaine de l'immobilier est l'objectif de cette première édition du Forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour résoudre le problème de croissance urbaine rapide et la rareté des terrains constructibles au coût accessible à Abidjan, le FICI entend guider les potentiels investisseurs vers la destination Yamoussoukro. 2 volets sont en vue, dont le volet institutionnel et professionnel qui se tiendra du 7 au 9 février 2025 au Centre ivoiro-coréen à Abidjan, ainsi que le volet business et phase terrain qui se tiendra du 14 au 15 février 2025 à Yamoussoukro. Le FICI est là pour faciliter l'acquisition de tout bien immobilier et aussi pour faire l'éducation immobilière des populations et de tout opérateur qui souhaite au travers de différents ateliers. Et c'est pour ça que c'est un itinérant. Donc après Yamoussoukro, on aura d'autres villes. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a un secrétariat derrière qui permet d'assurer la continuité et la fiabilité de toutes ces opérations qui seront faites par le biais du FICI. La cible, c'est toute personne, tout opérateur immobilier qui s'intéresse à l'immobilier et qui souhaite se former, qui souhaite acquérir et qui souhaite intervenir dans le monde immobilier ivoirien. Déjà, nous vous proposerons des promoteurs avec des promotions sur cette période-là. Et vu que nous travaillons avec des experts du secteur,
il y aura la fiabilité et la viabilité de nos offres. Nous aurons déjà la phase institutionnelle avec les stands à ce centre, les 7, 8 et 9 février. Et pour la Saint-Valentin, donc l'année prochaine, vous devrez offrir un terrain à chacun de vos partenaires, plutôt pas à chacun de vos partenaires, le 14 et 15 février à Yamsoko pour les visites de site. 30 000 visiteurs et participants sont attendus sur l'ensemble des assises. Nous ouvrons une parenthèse dans l'éducation nationale. Le SINASI, Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, a animé une conférence de presse au centre des échanges avec les hommes de médias, les sanctions de l'État de Côte d'Ivoire, notamment les ponctions sur les salaires des enseignants et les salaires impayés des responsables syndicaux suite aux grèves du 15, 16 et 17 octobre. Pour eux, toute ponction sur les salaires équivaudront à des ponctions sur les programmes à dispenser aux élèves. On en sait davantage dans ce reportage de Nascimento Mondésir. De 2022 à 2024, aucun résultat tangible. Pire, le gouvernement s'est muré dans un silence assourdissant face à la plateforme revendicative des organisations syndicales. Tout remonte au 14 septembre 2024 où les fêtières syndicales, regroupées dans l'IS-MENA, ont organisé une assemblée générale. Une AG au cours de laquelle ils ont décidé du dépôt d'un préavis de grève allant du 15 au 17 octobre 2024, soit un mois à l'avance, espérant une réaction de leur tutelle. Mais hélas, le gouvernement n'a pas posé d'acte rassurant. Les syndicats regroupés au sein de l'IS-MENA déclenchent donc le 15 octobre comme prévu une grève de 72 heures. Comme réplique, le gouvernement applique une batterie de sanctions. Entre autres sanctions, la suppression des salaires des leaders syndicaux et des ponctions salariales pour les enseignants grévistes. Des mesures que le SINESI qualifie par la voix de son secrétaire général national de violation constante du droit syndical inscrit dans la Constitution ivoirienne. Les enseignantes en congé de maternité, des enseignants qui n'avaient pas cours ont subi des ponctions sur leurs salaires. Comment le gouvernement, qui chante à qui veut l'entendre, que la légalité est la règle d'or et qu'il tient au respect de cette légalité, peut-il être le premier à les violer? Comment le gouvernement qui doit garantir les conditions d'une justice sociale et être le garant de l'égalité, des libertés individuelles et collectives, peut-il être le premier à les violer? Après les condamnations du SINESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, suite à une nouvelle AG extraordinaire de l'IS-MENA, lance un mot d'ordre dont une mesure particulière. Selon eux, les ponctions salariales équivaudront à des ponctions sur le programme. Toute ponction sur salaire égale à une ponction sur programme. Ce qui signifie que tous les enseignants ayant subi des ponctions pendant ces 3 jours d'arrêt de travail devront s'abstenir d'exécuter 3 jours d'activité pédagogique correspondant aux 3 jours de retenue sur salaire. Deuxième recommandation, comme nous devons tous désormais appliquer la loi, nous disons et nous donnons instruction à tous les camarades professeurs de collège, grade A3, qu'ils doivent impérativement arrêter de dispenser les cours au second cycle. Voilà qui vient relancer une autre manche de soubresaut entre l'État et les enseignants de Côte d'Ivoire. Les deux partis belligérants trouveront-ils un terrain d'entente pour faire baisser la tension? Wait and see. Le 5 novembre 2024, les Américains se rendront aux urnes pour choisir leur 47e président. D'un côté, la vice-présidente Kamala Harris, candidate du Parti démocrate, et de l'autre, Donald Trump, ancien président et candidat républicain, espèrent chacun marquer l'histoire une fois de plus. Dans cette course électorale où chaque vote compte, les enjeux sont colossaux et les stratégies des candidats semblent bien affinées. On en parle dans l'invité du journal. Dans cette page, nous recevons Dr Samuel Maté, économiste expert en politique américaine depuis Washington, D.C.
Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir Zénab, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ouais, ça va très bien. Contente de vous recevoir et de parler des élections présidentielles américaines. Plaisir partagé, toutes mes salutations à vos auditeurs et à toute l'Afrique et à la Côte d'Ivoire surtout. Alors, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de la campagne présidentielle américaine, à 48 heures du vote. Quelle analyse vous faites de la campagne des deux candidats, du républicain Donald Trump et de la démocrate Kamala Harris? Ben, écoutez, la campagne a été jauchée de plusieurs incidents, hein. Nous avons eu l'incident de Trump sur qui on a tiré au niveau de son oreille, et puis après, il y avait eu également un tir pendant qu'il jouait du golf. Ça a été une campagne spéciale pour plusieurs raisons. C'était une première fois, le candidat se retire en faveur du vice-président en plein milieu de la campagne, en plein milieu de la campagne. Et puis évidemment, un ancien président qui revient, donc avec plein de rebondissements. C'était une campagne assez spéciale. Et encore une fois, on a une femme qui se présente comme candidature après Hillary et puis après quelques femmes dans le passé. Et on se dit que est-ce que les Américains sont prêts maintenant à élire une femme comme présidente des États-Unis? Et c'était ça aussi la grande question. Et la campagne était plus engagée cette fois-ci parce que les enjeux sont énormes entre continuer avec les démocrates et leur politique sociale ou bien retourner à un système républicain avec Trump. Une campagne spéciale, on retiendra ça. Dites-nous concrètement quels ont été les arguments des deux candidats. Bon, les arguments ont été, n'ont pas vraiment, l'aspect économique, etc., n'a pas tellement prospéré. On l'a vu et que ça a été jonché d'attaques personnelles à plusieurs reprises. Et le grand argument de Trump était, ben, écoutez, vous nous dites vous allez faire ça et ça, Kamala et Waltz, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait durant les 4 ans de présidence que vous avez eus? Ça, c'était le grand argument de Trump. Tandis que le grand argument de Kamala a été plus dans le sens d'attaquer Trump sur sa personne même, sur les scandales qui ont émaillé, sur les mensonges, les demi-vérités de Trump. Donc, de s'attaquer à sa personne. Donc, on s'est plus retrouvé dans une campagne où les grands enjeux n'ont pas aussi été discutés que ça. Il faut dire aussi, c'est parce qu'on connaissait ces grands enjeux. On connaissait la posture de chacun sur ces grands enjeux, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le Medicare, l'assurance maladie universelle, et ainsi de suite. Donc, la campagne s'est plus focalisée sur des attaques personnelles, avec l'attaque personnelle sur le caractère même de Trump et l'attaque sur Kamala, sur son charisme, ainsi de suite. D'accord, vous l'avez dit, plusieurs sondages donnent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Que valent ces sondages? Ben, écoutez, les sondages, il faut comprendre une chose, hein. Ce n'est pas le 5 novembre, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce n'est pas le 5 novembre que se passent les élections, hein. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le 5 novembre, c'est ce qu'on appelle le vote populaire. Le vote populaire, on a environ 170 millions d'Américains, 200 millions d'Américains qui vont voter, mais ça, c'est le vote populaire. Ce n'est pas ça qui choisit le président des États-Unis. Le président des États-Unis est choisi par ce qu'on appelle le collège électoral. Et le collège électoral est fait de 538 Américains qui sont sélectionnés à chaque présidence. Ils sont sélectionnés au hasard, ils sont votés. Et chaque État américain a un nombre d'électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, et a un nombre de grands électeurs qui est la même chose que le nombre de représentants qu'ils ont au Congrès, au Sénat. Donc, si vous avez 3 représentants au Congrès, au Sénat, un État, vous allez par exemple présenter 3 grands électeurs. Et l'ensemble des États-Unis fait à peu près 538 grands électeurs. Et la véritable élection américaine se passe le 17 septembre, pas le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est juste un vote populaire, comme je le disais.
La vraie élection se passe le 17 décembre. Le 17 décembre, les grands électeurs, les 538 grands électeurs se réunissent et choisissent qui deviendra le prochain président américain. Et donc, quand ils choisissent, la différence est de une personne, un grand électeur. Donc, ce qui fait que si vous divisez 538 par 2, ça vous fait à peu près 269. Donc, celui qui a plus de 270 devient alors le président des États-Unis. La question qui se pose après, c'est mais comment est-ce qu'on choisit ces grands électeurs? Ces grands électeurs sont le choix des grands électeurs dépend des États. Dans certains États, on demande aux deux grands partis de fournir une personne chacune, ou bien c'est le gouverneur. Dans d'autres États, c'est le gouverneur de l'État qui désigne les grands électeurs. Mais il y a des critères quand même, c'est-à-dire qu'un grand électeur doit être approuvé par un comité qui se dit que cette personne représente, et ça change à chaque fois, ce n'est pas la même personne, cette personne représente l'Américain moyen. Et ce grand électeur, ça peut être une femme de ménage, hein, ça peut être une femme de ménage, ça peut être un comptable dans une petite société et tout. Personne ne sait à l'avance. C'est ça qui rend les élections américaines un peu plus complexes. Merci pour la précision. Alors, le vote populaire, vous l'avez dit, le 5 novembre, quel est le scénario possible selon vous? Bon, le scénario possible, il faut dire que Kamala et Trump se retrouvent coude à coude. Ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est qu'il y a eu dans le passé des tendances, des sondages qui ont donné X vainqueurs. Par exemple, et quand Trump a gagné la première fois, tous les sondages le donnaient perdant. Pratiquement tous les sondages le donnaient perdant, mais il a gagné par contre. Donc, les sondages... comme on le dirait en politique, ça ne tient qu'à celui qui croit aux politiciens. Donc, c'est un peu la même chose. Les sondages donnent une idée, mais ne sont pas toujours vérifiés sur le terrain. Pour le moment, deuxième chose à comprendre, c'est que les sondages dépendent de la proximité avec le parti. Donc, les instituts de sondage qui sont proches des républicains donnent Trump vainqueur. Les instituts de sondage qui sont proches des démocrates donnent Kamala vainqueur. Mais dans l'un comme dans l'autre, ce qui est intéressant, c'est que la marge n'est pas très énorme, en fait. C'est-à-dire que les deux types d'instituts de sondage, que ce soit les instituts qui soient proches des républicains, que ce soit les instituts qui soient proches des démocrates, les deux reconnaissent que ce n'est pas une victoire éclatante, mais ça sera une victoire très serrée entre 1 et puis 3% environ. Maintenant, au niveau national, les instituts de sondage qui se disent indépendants donnent Kamala vainqueur avec 1%. C'est-à-dire qu'on a Kamala qui est à 48% et on a Trump qui est à 47%. Donc, mais comme on le sait, il y a ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire qu'il y a des États qui peuvent changer rapidement d'opinion ou qui déterminent comment les autres votent aussi. Donc, les gens observent ces États et la manière dont ces États votent un peu, on dirait que les autres États, les autres grands électeurs s'alignent sur cela. Donc, voilà les choses qu'il faut savoir. D'accord. On attend donc de voir Dr Samuel Maté. Nous vous disons merci pour votre éclairage. C'est mon plaisir. Et je rappelle que vous interveniez depuis Washington, D.C. Merci, Zeneba. Merci à vous également. Et nous poursuivons ce journal en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Avec le développement technologique, de plus en plus de ménages utilisent des appareils émettant des ondes électromagnétiques. Bien que cette avancée offre des avantages indéniables, elle peut également avoir des effets négatifs sur la santé humaine. C'est dans ce cadre que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences chargée de surveiller et de protéger les populations contre les risques liés aux ondes électromagnétiques. Après avoir mené des campagnes de sensibilisation dans plusieurs villes, l'AIGF a organisé une session de restitution des résultats de mesures. Les habitants de Yamoussoukro se sont rassemblés nombreux pour accueillir les équipes de l'AIGF.
Bien que l'utilisation des appareils électromagnétiques devienne indispensable dans notre quotidien, elle comporte aussi des risques. L'augmentation des sources d'ondes électromagnétiques, si elle n'est pas surveillée, peut représenter une menace pour la santé humaine. Cet atelier visait principalement à éduquer la population sur la gestion sécurisée des appareils électromagnétiques et à les sensibiliser aux précautions à adopter pour minimiser leur exposition aux ondes. Les experts ont présenté les résultats des mesures effectuées, mettant en évidence les niveaux de radiation relevés et les précautions recommandées pour un usage responsable des appareils. L'AIGF a également rappelé que bien que les ondes électromagnétiques émises par les appareils modernes soient souvent en dessous des seuils dangereux, une utilisation excessive ou une mauvaise gestion peut entraîner des effets négatifs ou à long terme. L'AIGF a été créée par le gouvernement, comme je disais, pour la protection des populations au niveau de l'utilisation des appareils électromagnétiques qui émettent des ondes électromagnétiques. Donc nous sommes là, c'est une préoccupation mondiale, mais aussi nationale. Donc le gouvernement s'arrange pour que les Ivoiriens soient protégés, pour que des mesures soient vraiment appliquées sur le terrain. Des mesures qui ont été prises à l'international, qui sont appliquées ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre de Yamoussoukro s'inscrit dans la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer la protection de ses citoyens face aux risques des ondes électromagnétiques tout en favorisant une utilisation responsable et informée des technologies modernes. À Bondoukou, afin de consolider le renforcement du lien armée-population pour un vivre ensemble harmonieux, les autorités des forces de défense et de sécurité et les populations se sont retrouvées le week-end dernier à l'occasion d'une marche sportive qui a drainé du monde. Objectif de cette activité, renforcer le climat de confiance et d'échange entre l'armée et les populations. Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougo. Militaires, gendarmes, eaux et forêts, policiers, agents des services pénitentiaires, bref, tous les frères d'armes des forces de défense et de sécurité se sont donné rendez-vous ce samedi 27 octobre 2024 à l'initiative des autorités préfectorales et du préfet de police pour le renforcement de la cohésion entre les frères d'armes et également les populations à travers une activité sportive qui a consisté à une marche sur plus de 5 km sillonnant les rues, les quartiers et les grands carrefours de la ville de Bondoukou. L'objectif recherché, c'est de renforcer la cohésion entre nous, frères d'armes, d'une part, et d'autre part, c'est de nous rapprocher davantage de la population, renforcer nos liens avec cette population pour laquelle nous sommes tous à Bondoukou ici. Cette activité sportive visant la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les populations est fortement appréciée par les autorités préfectorales qui voient en cela une opportunité pour le renforcement du lien armée-population. Nous savons que la sécurité d'une nation repose sur les forces de défense et de sécurité unies et sur une population engagée aux côtés de ces forces. Au-delà de cette marche sportive qui a pris d'assaut tous les quartiers et toutes les rues de Bondoukou, les autorités des forces de défense et de sécurité invitent les populations à plus de collaboration pour réussir leur mission, celle de la protection des biens et des personnes. Et à travers cette activité, invitons la population à plus de collaboration, une collaboration très franche avec elle, parce que sans cette population-là, il nous sera difficile, il nous est d'ailleurs difficile d'avoir des résultats. Cette activité qui est organisée ce matin est la bienvenue parce qu'il faut qu'il y ait un contact permanent entre la population et puis les FDS pour que leur travail puisse être efficace. Cette journée sportive qui a pour vision le renforcement du lien armée-population s'est achevée par des exercices physiques, des étirements qui ont permis à l'ensemble des unités présentes sur le sol de Bondoukou et la population de retrouver la pleine mesure de tous leurs moyens physiques qui leur permettra de mener à bien leurs activités respectives. Parlons santé. Le député maire de Madinani, Ladji Konaté, a offert à l'hôpital général un lot de matériel sanitaire estimé à 150 millions de francs CFA. Par ailleurs, il a offert aux femmes et aux filles un dépistage gratuit contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Labasse Touré.
Le maire de Madinani, qui a inscrit au cœur de ses priorités le bien-être de ses administrés, a offert ce week-end à l'hôpital général de la dite ville un lot de matériel sanitaire d'un coût global estimé à 150 millions de francs CFA. Et réceptionnant ce présent, le directeur départemental de la santé, représentant la tutelle, a lancé ce message en direction des populations d'une part et en direction du personnel sanitaire de l'autre. Aujourd'hui, nous avons voulu inviter toute la population. Nous n'avons pas voulu cacher ces actions. Comme d'habitude, nous avons voulu de mettre ces actions à la lumière pour que la population, toutes les autorités ici présentes, savent que ce monsieur nous rend beaucoup de services. Toujours à l'actif du donateur, à cette action sociale est venu se greffer le dépistage gratuit contre les cancers de sein et de l'utérus pour les femmes et les filles de la localité. Que nous réunissons aujourd'hui pour lancer la campagne Octobre Rose 2024. Une initiative mondiale de sensibilisation au cancer du sein. En tant que communauté, il est de notre responsabilité de prendre conscience de l'importance de cette cause et de rappeler à toutes les femmes l'importance de se faire dépister régulièrement. Une initiative qui a permis au corps sanitaire de se faire une idée de l'état des deux pandémies dans sa sphère de compétences. Et elles sont venues nombreuses pour se faire dépister. Actuellement, nous sommes à environ 300 femmes qui sont là pour se faire dépister. Et nous avons déjà eu au niveau du cancer du col, on a eu des cas suspects. Nous avons eu au niveau de ce qu'on appelle l'IVA, on a eu 30 cas. Donc IVA, c'est-à-dire l'inspection visuelle après l'application de l'acide acétique. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des cas qu'on va analyser et on pourra découvrir s'il y a un cas de cancer ou pas. Et au niveau du cancer du sein, pour le moment, nous avons un cas suspect. Les bénéficiaires, pour leur part, n'ont pas boudé leur plaisir. Le cancer n'est pas un tabou, bien au contraire. Il se soigne quand on fréquente tôt et régulièrement les hôpitaux, a conseillé le préfet de Madinani. En image pour terminer ce journal, le conglomérat russe Yadran Group envisage de construire une raffinerie d'or et une usine de transformation de coton au Mali, d'après la présidence malienne. Des accords ont été déjà établis entre le groupe de sociétés Yadran et la République du Mali pour définir les grandes lignes de coopération. Les projets incluent la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation du coton. Cette brève marque la fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Bonne célébration de tous à tous les chrétiens.